Bonjour à vous et merci d'assister à ma présentation. Je vais donc vous parler de cerveaux fossiles et de leur évolution chez les Yinterochiroptères, un groupe disparate. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord contextualiser cette problématique dont l'énoncé a pu vous paraître un peu obscur. Les chiroptères, ou chauves-souris, sont un ordre de mammifères. C'est même le deuxième ordre en termes de diversité spécifique avec plus de 1200 espèces actuelles. Ces chauves-souris, comme vous le savez probablement, pratiquent un vol battu. C'est une propriété unique à l'échelle des mammifères. Également, ces chauves-souris, pour une grande partie, pratiquent l'écholocation. Avec certains cétacés, comme les dauphins, elles ont la capacité d'utiliser une sorte de radar, de voir avec le son. La combinaison de ces caractéristiques fait qu'il est particulièrement intéressant d'étudier l'histoire évolutive de ce groupe. Plusieurs études ont eu pour but de préciser cela. Et un fait surprenant est que les plus anciennes chauves-souris retrouvées, essentiellement sur des plaques comme celle-ci, qui datent de plus de 50 millions d'années, ressemblent déjà à des chauves-souris. Cela peut paraître rassurant de savoir reconnaître une chauve-souris de l'Éocène, mais c'est aussi très problématique. On ne sait pas comment ces chauves-souris ont évolué à partir de formes très probablement terrestres. L'hypothèse principale est que les chauves-souris se sont adaptées extrêmement rapidement à une niche écologique particulière et si exigeante qu'elle a peu changé depuis lors, et que ces chauves-souris n'ont donc pas changé d'aspect général. De tels résultats ont été, par exemple, découverts dans cette étude qui s'intéressait à la forme de l'aile. Ici, les flèches indiquent des changements particuliers. Dans certains cas, la variable étudiée augmente ou diminue un peu, chez 6 familles actuelles sur 19 au total, mais il y a surtout peu de changements au nœud profond de l'arbre. Concernant les relations de parenté, historiquement, les chauves-souris étaient séparées en deux grands groupes, les micro- et mégachiroptères, aujourd'hui invalides. La différence était aisée. Les microchiroptères sont plutôt petites, nocturnes, insectivores et écolocatrices, quand les mégachiroptères sont plus grandes, diurnes, plutôt frugivores et non écolocatrices. Actuellement, l'ordre est scindé en deux sous-ordres, les Yangochiroptères d'un côté, avec 3 superfamilles de microchiroptères, et les Yinterochiroptères d'un autre, avec les Ptéropodidés, la famille des mégachiroptères, et les rhinolophoïdes, ex-Yinochiroptères au sein des microchiroptères, et donc Yino plus Ptéro égale Yintero. Derrière le nom de Yinterochiroptères se trouve donc un regroupement peu intuitif, que ce soit d'un point de vue morphologique, anatomique, écologique, etc. C'est un groupe disparate avec surtout une grande diversité de formes. Pour revenir aux caractéristiques des chauves-souris, le vol et l'écholocation, il est raisonnable de penser que les structures liées à ces caractéristiques peuvent avoir eu une évolution particulière. Je vous l'ai montré, des études ont regardé la morphologie des ailes par exemple. L'approche développée pendant ma thèse est de regarder l'organe, on pourrait dire ultime, qui va traiter notamment ces deux traits, à savoir le cerveau. De la même manière, on peut penser que l'écologie si particulière des chauves-souris a pu façonner leur cerveau de façon particulière, étant donné que cet organe intègre et traite les informations externes. Ainsi, par réciproque et par extrapolation, regarder l'évolution de cet organe dans ce groupe peut nous informer sur l'évolution générale des chauves-souris. Certains chercheurs ont essayé de regarder cela, à partir d'inférences sur des formes actuelles. D'un point de vue qualitatif, il n'y a eu que très peu d'études liant morphologie du cerveau et considérations évolutives. La plupart sont plutôt axés neurosciences et neurobiologie et sont très ciblés. D'un point de vue quantitatif, la démarche usuelle est de suivre l'évolution de la masse cérébrale en général par rapport à la masse corporelle. On peut inférer une masse cérébrale théorique à partir de la masse corporelle, et cette masse cérébrale théorique est ainsi la masse attendue pour les besoins primaires de l'espèce. L'écart entre les masses cérébrales observées et attendues, donc l'encéphalisation, traduit ainsi à quel point l'espèce peut avoir des capacités cognitives complexes. Plus une espèce aura un cerveau trop gros pour son poids, plus elle pourra avoir ses capacités cognitives complexes. De manière générale, cet écart entre masse observée et attendue augmente depuis 50 millions d'années chez les mammifères. Il en irait de même pour certaines familles de chauves-souris, mais d'autres auraient connu une diminution de cet écart dans le temps. C'est un fait unique à l'échelle des mammifères. Hormis quelques cas particuliers en contexte insulaire, on ne retrouve pas de diminution de la taille relative du cerveau. Le principal problème est que trop peu d'études ont essayé d'intégrer des données fossiles. Sur le plan qualitatif, seules quelques succinctes descriptions du moulage interne de la cavité crânienne ont été réalisées dans la première moitié du XXe siècle. Le principal propos était alors cohérent avec ce que je vous présentais de l'évolution des chiroptères. Le cerveau d'une chauve-souris fossile ressemble au cerveau d'une chauve-souris actuelle. Pour l'aspect quantitatif, seule une étude a appliqué la méthodologie que je vous ai présentée en incluant des formes fossiles. Et en comparant les reconstructions avec et sans fossiles, les auteurs se sont aperçus que les scénarios évolutifs décrits à partir de formes actuelles seules étaient différents en incluant des formes fossiles. Voilà pour le constat. Ainsi, on a finalement une faible connaissance de l'évolution du cerveau, un organe dont l'importance va de soi, chez un groupe aussi spécial.
J'ai donc commencé par le plus élémentaire, décrire l'organe, l'objet. Le cerveau laisse une empreinte sur la face interne de la boîte crânienne. On peut donc extraire par ordinateur une contre-empreinte virtuelle, une sorte de moulage 3D de l'endocrâne. Une première étape a été de réviser la nomenclature des structures cérébrales pour le groupe et de proposer des hypothèses d'homologie, que vous pouvez voir rapidement avec ces figures. Les fossiles que j'ai décrits tout d'abord appartiennent à la famille des Hyposidéridae, qui est une famille de Yinterochiroptères rhinolophoïdes. J'ai donc considéré comme échantillonnage de comparaison, au départ, des formes actuelles de cette famille, en élargissant à quelques espèces des familles sœurs pour mieux rendre compte de la variation entre Hyposidéridae par rapport à la variation entre familles. Les couleurs le long des branches de cette figure rendent compte de l'évolution de l'écart entre masse observée et attendue du cerveau. Couleur bleue, écart positif, couleur rouge, écart négatif. Au bout des branches, j'ai ajouté des illustrations de moulages endocrâniens virtuels avec des exemples de caractères que j'ai pu formaliser. Globalement, on se rend compte qu'il y a une très légère augmentation de l'écart observé sur attendu de la masse cérébrale entre familles et vers les Hyposidéridae, ainsi qu'au sein des Hyposidéridae vers le genre Hyposidéros. Cet écart a par contre tendance à diminuer chez les deux familles sœurs, les rhinolophes et les rhinonyctères. Enfin, les fossiles ont des valeurs cohérentes étant donné leur position, avec même un écart plus grand que chez certaines espèces actuelles. Pour rappel, dans les scénarii basés sur des formes actuelles, il y aurait une diminution dans l'ensemble rhinolophidae plus Hyposidéridae, ce qu'on retrouve donc en contradiction concernant les Hyposidéridae. Concernant les caractères morphologiques que j'ai mappés, on peut rapidement s'apercevoir qu'il n'y a pas de patron évident de distribution des caractères. Sans entrer dans les détails, on peut retenir que seuls 2 nœuds ne sont pas soutenus par au moins une synapomorphie non ambiguë, et que 21 des 27 caractères définis contribuent de manière non ambiguë à soutenir au moins un nœud. Donc même sans patron évident de distribution des états de caractères, on note tout de même une certaine concordance avec les relations phylogénétiques. En incluant quelques fossiles supplémentaires, on peut élargir l'échelle phylogénétique à l'ensemble du sous-ordre, les Yinterochiroptères. Rapidement, voici les relations de parenté entre familles de ce sous-ordre, avec les âges estimés par phylogénie moléculaire des différentes familles. Des restes crâniens, donc permettant d'avoir le moulage endocrânien, le moulage du cerveau en somme, sont retrouvés ici, mais seulement pour ces deux familles. On se rend vite compte qu'en incluant les fossiles, on vieillit les nœuds profonds, ce qui n'est pas si fréquent d'ailleurs. Et donc l'inclusion des fossiles permet une toute autre reconstruction de l'histoire évolutive de l'ensemble du sous-ordre. Alors certes, des fossiles ne sont disponibles que pour ces deux familles, mais étant donné leur âge pour certains, autant élargir l'échantillonnage autant que possible. Et par la même occasion, autant traiter les ptéropodidés et se placer à l'échelle du sous-ordre. L'histoire évolutive de ces mégachiroptères est très méconnue, leur registre fossile est très maigre, donc il est d'autant plus intéressant de discuter de l'évolution d'une structure dans un clade qui ressemble de groupes qui n'étaient pas réunis intuitivement. À une plus large échelle, voici ce qu'on peut reconstruire en considérant l'évolution de la masse cérébrale. La méthodologie statistique change un petit peu par rapport à ce qui était fait précédemment, et voici un des premiers résultats que j'ai pu avoir. Cette figure présente simplement les disparités en termes de taux d'évolution de la masse cérébrale, en ayant donc pris comme prédicteur la masse corporelle et la phylogénie. Les couleurs vers le rouge indiquent des taux élevés, supérieurs au taux d'évolution moyen sur l'ensemble du sous-ordre, et vice-versa pour les couleurs vers le jaune. On peut voir assez rapidement des accélérations de taux à certains nœuds, comme par exemple ici, à la base des ptéropodidés, et ici, à la base d'un clade qui contient notamment le genre Pteropus, très diversifié. On voit également des décélérations, notamment ici, au nœud des rhinonyctéridés. Concernant les fossiles, vous pouvez voir que c'est variable. Chez les Hyposidéridae, il y a une forte accélération à la base de ce genre, Paléophylophora, alors que dans le sous-genre Pseudorhinolophus, à la base du genre Hyposidéros, il y a plutôt une stase. On voit aussi plusieurs fois des cas de nœuds récents où les évolutions sont contrastées, comme ici, entre deux espèces de Pteropus, et ici, entre deux genres. Concernant la morphologie, de grandes différences sont observées entre ptéropodidés et rhinolophoïdes. Chez ces derniers, la protrusion de ces structures, intégratrices de signaux auditifs, est expliquée par leur capacité d'écolocalisation. Parallèlement, ces structures, les hémisphères cérébraux, sont plus plissés chez les ptéropodidés que chez les rhinolophoïdes. Ceci serait expliqué par leur régime alimentaire frugivore, nécessitant de pouvoir cartographier mentalement les zones de nourriture, alors que les rhinolophoïdes sont plutôt insectivores à carnivores et n'ont qu'à chasser à proximité. On peut aussi voir des caractéristiques à l'échelle de la famille, voire à l'échelle suprafamiliale. Par exemple, ces spécimens documentent ces deux familles rhinolophoïdes dans un des deux grands sous-groupes de la superfamille. Vous pouvez voir notamment que les espèces partagent cette forme des hémisphères, la taille et la forme ronde de ces structures, ainsi que la large surface de cette zone. On peut aussi voir que les formes actuelles de cette famille, les rhinolophidae, sont très ressemblantes les unes aux autres, alors que dans cette famille, les rhinonyctéridés,
Les quelques représentants actuels sont très différents entre eux. En revanche, en y ajoutant des fossiles, au sein de chaque lignée si je puis dire, la morphologie est peu variante. Sur l'évolution de la masse cérébrale comme sur la morphologie, vous pouvez donc voir que l'on peut d'ores et déjà dégager quelques grandes tendances à grande échelle, mais qu'il y a aussi des cas de fortes variations à faible échelle phylogénétique. Le but va être désormais, sur le plan morphologique, de démêler et de préciser les patrons de distribution de caractères, étant donné la grande disparité de morphologie cérébrale. Notamment, il faut distinguer des caractères morphologiques qui auraient une contribution plutôt phylogénétique, ceux qui seraient plutôt écologiques, et potentiellement voir l'intérêt fonctionnel des caractères plus phylogénétiques. Il en va de même pour les variations dans le temps en termes de taux d'évolution de la masse du cerveau. Il faut voir qui, quand, comment, et caractériser aussi des changements moins spectaculaires mais qui pourraient être importants, notamment au niveau des nœuds profonds. En faisant tout cela, il sera alors possible de caractériser l'histoire évolutive du cerveau dans ce sous-ordre. Ces analyses vont également permettre de caractériser le cerveau de l'ancêtre commun entre deux groupes qui n'auraient pas grand-chose à voir au-delà de l'aspect moléculaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'en profite pour remercier également ma directrice de thèse ainsi que les divers collaborateurs qui ont pu m'aider durant mes travaux.